Verrouillez votre porte, éteignez les lumières, allumez une bougie, sortez votre plaid et installez-vous confortablement. Bienvenue dans Un autre regard, l'émission de Radio G qui vous plonge au cœur du paranormal et de l'ésotérisme. Bref, tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Bienvenue sur Un autre regard dans cette 11e émission. Au programme, et si le temps n'était pas aussi figé que l'on pense, si certaines personnes avaient réellement traversé les époques, laissant derrière elles des témoignages troublants et des anomalies que la science peine à expliquer. Voyageurs temporels, distorsions chronologiques, failles dans notre réalité, ce soir, nous allons explorer ces histoires qui défient la logique et brouillent les frontières du passé, du présent et du futur. Mais le mystère ne s'arrête pas là. Nous plongerons également dans l'une des affaires de possession les plus célèbres et les plus effrayantes de l'histoire de France, les possédés de Loudun. En plein XVIIe siècle, une ville poitevine entière s'enflamme autour d'un couvent en proie à des phénomènes inexpliqués. Entre hystérie collective, jalousie, manipulation politique, que s'est-il réellement passé derrière le mur du couvent des Ursulines ? Ensuite, nous prendrons un moment pour observer le monde sous un autre regard, à travers celui des animaux. Depuis des siècles, certaines traditions et croyances prêtent aux animaux un rôle bien plus grand que celui de simples compagnons. Messagers, guides spirituels, protecteurs des âmes ou annonciateurs de présages, ont-ils un lien privilégié avec l'invisible ? Comment interpréter leur présence dans notre vie et les signes qu'ils nous envoient ? Alors préparez-vous à un voyage entre mystère du temps, ombre du passé et connexion avec l'invisible. Installez-vous confortablement, ouvrez vos esprits et laissez-vous embarquer. Vous êtes sur Un autre regard sur Radio G et ce soir, nous allons explorer les frontières du connu et de l'inconnu. Le concept de voyage dans le temps fascine l'humanité depuis des siècles. Présent dans la littérature, les mythes et même dans certaines théories scientifiques, il soulève des questions vertigineuses sur la nature du temps et notre capacité à le traverser. Mais au-delà de la fiction, de nombreux récits troublants évoquent des individus ayant prétendument franchi les barrières du passé ou du futur. Des voyageurs perdus dans le temps, des personnages surgissant de nulle part avec des objets anachroniques, des témoignages d'expériences étranges impliquant des distorsions temporelles. Ces récits, parfois qualifiés de légendes urbaines ou de simples coïncidences, intriguent néanmoins par leurs similitudes et les énigmes qu'ils laissent derrière eux. Dans cette première partie, nous explorons certains cas les plus célèbres de voyageurs temporels supposés et d'anomalies chronologiques. S'agit-il de preuves troublantes de la réalité du voyage, d'illusions collectives ou alors de simples coïncidences ? À travers ces récits fascinants, nous plongerons au cœur de l'un des plus grands mystères de notre perception du temps. Alors le voyage dans le temps, c'est l'un des concepts les plus fascinants de la science. Depuis des siècles, l'idée que l'on puisse traverser le temps, soit en avançant vers le futur, soit en remontant vers le passé, captive l'humanité. Mais au-delà des romans et des films, certaines histoires prétendent qu'il existe de véritables voyageurs temporels, tandis que des anomalies chronologiques soulèvent des questions troublantes sur la nature du temps lui-même. Alors, ce qu'il y a déjà derrière le temps, c'est qu'il y a une base théorique. Le voyage temporel repose sur des principes scientifiques, notamment ceux de la relativité d'Einstein. Donc là, c'est 1905. Selon Einstein, le temps est relatif et dépend de la vitesse à laquelle un observateur se déplace. À des vitesses proches de celles de la lumière, le temps ralentit pour l'objet en mouvement par rapport à un observateur immobile. C'est ce qu'on appelle la dilatation temporelle. En 1915, on parle de relativité générale. Cette théorie introduit la notion de courbure de l'espace-temps, soit sous l'effet de la gravité. En théorie, une masse extrêmement dense, comme un trou noir ou une étoile à neutrons, pourrait créer une déformation du temps permettant un déplacement vers le futur ou vers le passé. D'autres hypothèses issues de la physique quantique et de la cosmologie spéculent que des structures, comme les trous de verre ou des courbes temporelles fermées,
pourrait théoriquement permettre un voyage dans le temps. Ce qu'on sait, c'est que en cas de voyage dans le temps, un certain nombre de paradoxes temporels se posent. C'est-à-dire toute tentative de voyage dans le passé soulève quand même des paradoxes par rapport à des changements éventuels. Donc il y a le fameux paradoxe du grand-père, qui est vraiment au cœur du film Terminator. Si un voyageur tue accidentellement son grand-père avant la naissance de son parent, il ne peut pas exister dans le futur et donc ne pas voyager dans le temps. Ça crée quand même une sacrée contradiction. On a aussi le paradoxe de l'information. C'est-à-dire si un voyageur apporte une information du futur à quelqu'un au passé et que cette information devient la source de sa propre existence, par exemple un scientifique invente une machine grâce à une information venue du futur, d'où vient l'information initiale? Certaines théories, comme celle des univers parallèles et de la multiversalité, proposent que chaque action temporelle crée une nouvelle ligne de temps, évitant ainsi les paradoxes. Qu'en est-il vraiment? Alors, si le voyage temporel reste une hypothèse scientifique, certains témoignages et des affaires intrigantes suggèrent que des individus auraient voyagé dans le temps. Le premier cas que je voulais citer, c'est le fameux John Titor, un mystérieux voyageur de 2036. En 2000, un internaute du nom de John Titor prétendait avoir été en 2036 et affirmait être un soldat de l'armée américaine envoyé dans le passé. Pour récupérer son ancien ordinateur, un IBM 5100, selon lui, un bug informatique catastrophique allait frapper en 2038 et cette machine avait la clé pour l'éviter. Titor a partagé des informations sur la physique du voyage temporel, expliquant qu'il utilisait une machine temporelle développée par le gouvernement américain. Ses prédictions incluaient une guerre civile aux États-Unis et une troisième guerre mondiale, qui ne se sont d'ailleurs jamais produites, ce qui fait douter tout de même de sa véracité. Pour autant, certaines de ses connaissances techniques sur l'IBM 5100 étaient troublantes, car elles n'étaient pas encore connues du grand public à cette époque. Deuxième affaire, nous avons l'affaire Rudolf Fentz. Donc dans les années 1950, un homme vêtu d'habits du 19e siècle aurait été retrouvé mort à Times Square à New York. Ses poches contenaient des objets d'une autre époque, une pièce en cuivre obsolète, une carte de visite d'un endroit inexistant. Alors une enquête aurait révélé que cet homme, Rudolf Fentz, avait mystérieusement disparu en 1876 sans laisser de traces. Bien que cette histoire soit aujourd'hui considérée comme une légende urbaine, elle alimente l'idée d'un voyage temporel involontaire. Le mystérieux Andrew Carlson. En 2003, le FBI aurait arrêté un homme du nom d'Andrew Carlson qui avait transformé un modeste investissement de $800 en 350 millions en quelques semaines grâce à des transactions boursières impeccables. Lors de son interrogatoire, il aurait affirmé venir de l'an 2256 et avoir utilisé ses connaissances du futur pour investir. Malgré son incarcération, un mystérieux bienfaiteur aurait payé sa caution et Carlson aurait disparu sans laisser de traces. Cette histoire, bien qu'elle semble relever de la légende urbaine, a captivé l'imaginaire collectif et a posé la question des voyageurs temporels. Puis nous avons l'histoire troublante de Håkan Nordvik. Donc là, on est en 2006, un Suédois nommé Håkan Nordvik prétendit avoir accidentellement découvert un vortex temporel sous son évier. Il affirme avoir été projeté en 2042 et y avoir rencontré une version plus âgée de lui-même. Il filma une brève séquence où l'on voit deux hommes, lui et son futur lui, se serrer la main et comparer leurs tatouages identiques. Bien que cette histoire soit probablement un canular ou une mise en scène, elle a relancé l'idée que des failles temporelles pourraient bien exister dans des endroits tout à fait ordinaires. Ben oui, là, un évier, on est dans l'ordinaire. Et on a également des anachronismes dus à des appareils. Donc on a le fameux téléphone portable de 1938. Donc plusieurs photographies et vidéos ont suscité des interrogations. Une vidéo de 1938 montrerait une femme tenant un objet ressemblant à un téléphone portable. Certains pensent qu'il s'agit d'un voyageur temporel et il pourrait s'agir simplement d'un appareil auditif d'époque. Sur une autre photographie, prise en 1941, un homme avec des lunettes de soleil modernes et un sweatshirt semble détonner avec le reste de la foule en costume d'époque. Ces images, bien sûr, restent sujettes à controverse et souvent expliquées par des anachronismes technologiques ou même des coïncidences.
Alors, outre les témoignages de voyageurs temporels, certaines découvertes et certains événements défient tout de même notre compréhension du temps. Là, on va parler des OOPA. Donc, c'est les Out of Place Artifacts. Donc, ce sont des objets qui semblent en contradiction totalement avec leur époque supposée. Donc, il y a le fameux marteau de Londres. Donc là, on est au Texas en 1936. On retrouve un marteau fossilisé dans une roche datée de 400 millions d'années. L'objet, du coup, ressemble à un outil moderne, alors que l'humanité ne fabriquait pas encore d'outils métalliques à cette époque. On a la fameuse aussi empreinte de sandalette de Trias. On est en 1922. Une empreinte qui ressemble à celle d'une sandale aurait été trouvée dans une roche vieille de 200 millions d'années. Certaines théories suggèrent qu'un voyageur temporel aurait laissé cette trace. Et puis on a aussi des objets mythiques comme la pile de Bagdad. Donc c'est un objet qui était retrouvé en Irak et qui daterait de 200 avant Jésus-Christ, qui ressemble à des petites batteries électriques, bien avant l'invention officielle de l'électricité. Puis on a des artefacts qui sont impossibles, des genres d'objets qui sont hors du temps. Donc effectivement, si vous avez vu le dernier Indiana Jones, on vous parlait de la machine denticitaire. Donc elle est découverte en 1901 dans une épave grecque. C'est une machine complexe qui date de plus de 2000 ans. C'est un vrai calculateur astronomique avancé. Son niveau de technologie semble totalement anachronique par rapport à l'époque. Puis on a aussi l'histoire des clous. Donc certains artefacts comme des clous ou des engrenages trouvés dans des strates géologiques très très lointaines, qui ont censé avoir des millions d'années, interrogent tout de même les scientifiques. Et on a également, donc là on parle de gens qui éventuellement ont voyagé dans le temps volontairement, mais il y a également des personnes qui auraient voyagé dans le temps malgré elles. Il y a des témoignages de personnes. Donc là, on est un petit peu dans le cas, effectivement, du personnage de Claire dans Outlander, qui, du coup, en allant visiter un menhir, est projeté dans le passé. Donc là, on est tout à fait là. On a plusieurs témoignages de personnes qui affirment avoir vu des personnages anachroniques. Donc il y a des soldats qui auraient rapporté avoir vu des batailles antiques en pleine guerre mondiale. Et on a l'incident, par exemple, de Versailles en 1901, un phénomène qu'on appelle aujourd'hui l'incident Moberly-Jourdain. Donc, deux professeurs britanniques, Anne Moberly et Eleanor Jourdain, auraient vécu un étrange phénomène en 1901 alors qu'elles visitaient le Petit Trianon à Versailles. Elles affirment avoir ressenti un malaise et observé des personnages en habits du XVIIIe siècle. Elles auraient même vu Marie-Antoinette en train de dessiner. Le plus troublant est que leur description du domaine ne correspondait pas à son état en 1901, mais à celui d'une époque bien antérieure, car il incluait des structures qui ont été détruites depuis longtemps. Cet événement est souvent considéré comme un saut temporel involontaire ou une sorte de mémoire du lieu qui se serait mis en route. Derrière tous ces phénomènes, il y a plusieurs choses de possibles. Il y a effectivement déjà l'effet Mandela. Alors certains pensent que nous vivons dans une réalité où des éléments de l'histoire auraient été altérés. Donc, c'est ce qu'on appelle le phénomène de l'effet Mandela, où des groupes de personnes se souviennent différemment de certains faits historiques, comme le nom de certaines marques ou de certaines répliques de films. Et que parfois, ce serait interprété comme un signe d'un changement, qu'on aurait sauté une ligne temporelle pour aller vers une autre. Alors, le voyage dans le temps, vrai sûr, c'est une hypothèse qui est totalement fascinante, où la science et les mystères finalement se rejoignent. Si la relativité prouve que le voyage vers le futur est éventuellement possible, le voyage vers le passé reste quand même hautement spéculatif et plein de paradoxes, comme on disait tout à l'heure. Néanmoins, certaines expériences semblent effectivement avoir affecté le temps. Donc, on parle de l'expérience de Philadelphie en 1943. Il y a un test militaire supposé aurait visé à rendre un navire invisible, mais il aurait aussi provoqué un déplacement temporel de fameux bateau l'USS Eldridge et de son équipage. Et puis, on a les jumeaux Haffel et Keating en 1971. Il y a 2 horloges atomiques qui ont été envoyées dans des avions voyageant à grande vitesse. À leur retour, elles affichaient un léger décalage temporel, confirmant effectivement la fameuse dilatation du temps d'Einstein. Alors, si les théories de la relativité et de la mécanique quantique rendent possible certains aspects du voyage, et on ne dispose encore pas de preuves très tangibles. Cependant, les artefacts étranges, les témoignages troublants et les événements inexpliqués continuent d'alimenter la question et si notre perception du temps n'était finalement qu'une illusion. Et je vous propose pour l'instant une première pause musicale avec Muse, Time is Running Out. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM
l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Alors nous avons exploré des récits fascinants de voyageurs temporels, d'artefacts impossibles et d'anomalies qui défient la logique. Mais si le temps peut se plier et se distordre, qu'en est-il des esprits ? Les phénomènes inexpliqués ne se limitent pas aux paradoxes temporels, ils s'étendent aussi au surnaturel, aux possessions et aux mystères de l'âme humaine. Alors si les paradoxes temporels ébranlent notre perception de la réalité, les affaires de possession questionnent. Elles sont à la limite entre le rationnel et l'irrationnel, entre la foi et la folie. Parmi les cas les plus célèbres de l'histoire, l'affaire des possédés de Loudun est l'une des plus troublantes. Au XVIIe siècle, dans cette petite ville de France, un couvent de religieuses ursulines fut secoué par des phénomènes inquiétants. Crises de convulsions, visions effrayantes et accusations de sorcellerie. Rapidement, cet événement conduisit à un procès retentissant et à la condamnation d'un prêtre, accusé d'avoir pactisé avec le diable. Manipulation politique, délire collectif ou véritable emprise démoniaque, l'affaire de Loudun soulève encore aujourd'hui de nombreuses interrogations. Alors remontons ensemble le fil de cette sombre histoire, où la superstition et les luttes de pouvoir s'entremêlent dans un drame aux résonances fascinantes et effrayantes. Je vais vous mettre un petit peu dans l'ambiance. L'air est lourd en cette soirée d'octobre 1632. Un vent tiède soulève la poussière des ruelles pavées de Loudun, une petite ville du Poitou, où derrière les façades austères, les rumeurs s'agitent comme des ombres menaçantes. Les cloches du couvent des Ursulines viennent de sonner l'office du soir. Et pourtant, un cri perçant déchire le silence. Dans une chambre faiblement éclairée, à la lueur tremblante des chandelles, une jeune nonne, au visage blême, se débat violemment sur son lit. Son corps se tord en arc, sa respiration saccadée forme un râle effrayant. Son nom est Jeanne des Anges, mère supérieure du couvent. Autour d'elle, plusieurs religieuses murmurent des prières, tandis que le père Mignon, confesseur des Ursulines, lève un crucifix en tremblant. Exorcismus te omnis immunde spiritus. Omni satanica potestas, omnes incursia infernalis adversarii. Il est là, il me regarde, hurle Jeanne d'une voix rauque qui ne semble pas la sienne. Asmodée, il me torture, et c'est lui, c'est Urbain Grandier qui l'a envoyé. À ces mots, un frisson parcourt l'insistance. Urbain Grandier, ce prêtre arrogant, ce séducteur impénitent qui a osé défier les autorités ecclésiastiques. L'homme est beau, charismatique, et son verbe acéré lui a valu autant d'admirateurs que d'ennemis. Mais de là à invoquer le diable, la rumeur enfle, comme une vague noire qui se brise sur la ville. Grandier aurait passé un pacte avec Satan. Il aurait ensorcelé les religieuses, pénétrant leurs songes et leur chair avec des esprits impurs. Et au fil des semaines, les crises se multiplient. Dans le réfectoire, une sœur se met soudain à cracher des obscénités en latin. Une autre grimace, roulant des yeux comme une bête enragée. Parfois, leur corps s'élève largement au-dessus des sols, sous le regard médusé des témoins. Les foules affluent pour assister aux exorcismes. Les prêtres tentent de chasser les démons à coups d'eau bénite et de prières, mais en vain. Belzébuth, Asmodée, Léviathan, les entités se nomment, se moquent
et réclame une victime. Et la victime, tous le connaissent déjà. Une matinée grise de 1634, Urbain Grandier se tient au cœur de la grande salle du tribunal de Loudun. Il n'a plus l'élégance insolente qui faisait chavirer les cœurs des femmes. Ses traits sont tirés, son regard fier reste fatigué. Il sait que son sort est déjà scellé. Face à lui, des juges implacables égrenèrent les accusations. On lui présente un parchemin rédigé en lettres tortueuses, couvert de signes cabalistiques. Un pacte, soi-disant signé de sa main, où il aurait juré allégeance au diable en échange de pouvoirs impies. « Mensonge, supercherie !» crie Grandier. Mais ses cris sont noyés sous les murmures horrifiés. Les Ursulines sont là aussi, secouées de spasmes, murmurant des prières ou éclatant d'un rire démoniaque. L'une d'elles prétend voir une marque diabolique sur le corps du prêtre, invisible à l'œil humain. Un examinateur s'approche, scrute sa peau et ne trouve rien. Mais qu'importe, le peuple veut du sang et Richelieu dans l'ombre veut que ce prêtre trop indépendant disparaisse. Torturé, Grandier ne confesse rien. Il refuse d'avouer ce qu'il n'a pas fait. Pourtant, la sentence tombe comme une hache sur l'échafaud. Il sera brûlé vif. Le 18 août 1634, la place publique est noire de monde. Un silence oppressant règne lorsque Urbain Grandier, enchaîné, est conduit vers le bûcher dressé au centre de la ville. Sa soutane noire flotte autour de lui, souillée de boue et de cendres. Il vacille, épuisé par les tortures, mais son regard reste droit. On lui offre une dernière chance, confesser ses crimes, mais il se contente de lever les yeux vers le ciel. Les flammes lèchent le bois sec, crépitent, s'élèvent en langues ardentes. La fumée emplit l'air d'une odeur âcre et la foule retient son souffle. Grandier ne crie pas. Il se consume lentement, tandis que les Ursulines derrière leur cloître poussent des hurlements de triomphe ou de terreur. On aurait pu croire que la mort du prêtre Urbain Grandier mettrait fin aux possessions, mais elle continue. Pendant encore plus d'un mois, les religieuses sont tourmentées par des visions et des convulsions. Jeanne des Anges, elle devient une célébrité. On l'emmène à la cour, elle écrit ses mémoires, et le roi lui accorde ses faveurs. Alors cette femme, était-elle réellement possédée? Ou bien ont-elles été des marionnettes d'un complot savamment orchestré? Loudun garde son secret, mais certains, en observant les cendres refroidies du bûcher, jurent qu'un souffle étrange s'était levé dans la nuit, portant avec lui le dernier soupir d'un homme condamné non par le diable, mais par les hommes. Alors cette affaire mêlant religion, politique et mysticisme se concentre en fait autour du prêtre Urbain Grandier. Il est accusé de sorcellerie et d'avoir littéralement ensorcelé les religieuses du couvent des Ursulines. Mais derrière ce drame aux accents démoniaques se cache une lutte de pouvoir finalement entre l'Église, la monarchie et les forces locales. Donc je vous propose de rentrer un petit peu plus sur le sujet. Alors en 1632, dans cette petite ville de Loudun, dans le Poitou, c'est là que cette histoire de possession collective va vraiment secouer la France et marquer durablement l'histoire de la sorcellerie et de l'Inquisition. Alors c'est pourquoi? Parce qu'en plus, cette affaire mêle quand même, effectivement, un prêtre. Loudun est un microcosme, pour mettre un petit peu le contexte historique, où s'affrontent diverses influences. La France est en pleine réforme religieuse, après les guerres de religion, où se sont opposés les catholiques et les protestants. La contre-réforme catholique cherche à affirmer son autorité, tandis que le cardinal de Richelieu, homme fort du royaume, lui veut centraliser le pouvoir et briser l'influence des seigneurs locaux. Dans ce contexte, Urbain Grandier, qui est un prêtre brillant mais sulfureux, comme Don Juan à ses heures, s'attire de nombreuses inimitiés. C'est un séducteur notoire, il est connu pour son esprit acéré et sa liberté de ton.
il refuse de se soumettre à l'autorité des jésuites et du pouvoir royal. Or, à Loudun, qui est une ville stratégique pour Richelieu, parce qu'en fait, ce qu'il veut faire, c'est raser son château et d'éliminer son potentiel foyer de résistance protestante. Donc Grandier, lui, s'oppose à la destruction du château et il devient un petit peu l'homme à abattre. En 1627, le couvent des Ursulines, il arrive à Loudun, donc ça fait pas très longtemps qu'il est là. Il est dirigé par la fameuse Jeanne des Anges, qui est une jeune supérieure qui est quand même très ambitieuse et influençable. Peu après l'arrivée des religieuses, il y a des phénomènes étranges qui surviennent. Donc certaines commencent à avoir des visions, à crier en pleine nuit, à se tordre de douleur et à tenir des propos obscènes. Rapidement, effectivement, les crises se multiplient et le diagnostic est fait. Alors, les premières accusations visent Urbain Grandier. On raconte que son charisme et sa prestance auraient envoûté les nonnes. Donc, Jeanne des Anges, qui semble être la plus affectée par toutes ces possessions, prétend que le diable Asmodée lui a apparu et qu'il lui a révélé que Grandier était à l'origine de leurs tourments. Mais il y a quand même un détail qui trouble certains observateurs. Grandier et Jeanne des Anges ne se sont jamais rencontrés. Certains donc soupçonnent une manipulation, d'autant que Jeanne avait nourri une vraie fascination secrète pour le prêtre dont tout le monde lui parlait. Alors, est-ce qu'elle aurait été jalouse d'une relation qu'il entretenait avec d'autres femmes, ou bien est-ce qu'elle a tout simplement été instrumentalisée ? Mystère. Alors, lors du procès, on sait qu'Urbain Grandier a fait face à des accusations de sorcellerie, il y a une enquête quand même qui est ouverte, mais elle est loin d'être impartiale. Elle est orchestrée par des ennemis notoires de Grandier, donc le frère Joseph, qui est un proche de Richelieu, et le baron de Laubardemont, qui est un magistrat qui a un peu une réputation d'être sans scrupules. Donc les exorcismes publics commencent, ça attire bien sûr une foule qui est avide de spectacles et de miracles, et lors des séances, les religieuses hurlent et parlent en langues inconnues et se contorsionnent de manière inhumaine, reproduisent des signes de possession, on va dire classiques. Devant ces manifestations, l'opinion publique se range effectivement à côté des accusateurs. Le procès d'Urbain Grandier devient un genre de simulacre de justice, puisque ces juges, de toute façon, sont ses ennemis, parce qu'eux, effectivement, et ses défenseurs n'ont même pas le droit au chapitre, ils n'ont pas le droit d'ouvrir la bouche. La pièce maîtresse de l'accusation est ce fameux pacte satanique qui aurait été signé par Grandier et plusieurs démons, qui seraient soi-disant rédigés en latin et qui est orné de signes occultes qu'on lui a montré au tribunal. Alors malgré ses protestations et son refus d'avouer même sous la torture, Grandier est reconnu de toute façon coupable. Il est, comme on disait tout à l'heure, il est condamné au bûcher et à brûler vif sur la place publique de Loudun. Alors après l'exécution de Grandier, les possessions ne cessent pas immédiatement. Il y a Jeanne des Anges qui continue de se dire visitée par des entités surnaturelles, mais progressivement, les crises s'atténuent. Alors avec le recul, il y a de nombreux historiens qui s'accordent à voir dans cette affaire un mélange de manipulation politique, de troubles hystériques et d'intérêts personnels. Jeanne des Anges devient une figure influente et bénéficie d'une vraie reconnaissance officielle. Quant à Richelieu, il a finalement atteint son objectif, Loudun est sous contrôle, et Grandier, qui était son principal opposant, n'est plus du tout une menace. Donc l'affaire des possédés de Loudun, qui est aussi spectaculaire qu'inquiétante, peut être expliquée par plusieurs hypothèses finalement qui s'entrecroisent. Ça mêle psychologie, politique, religion et manipulation collective. Alors voici les principales causes possibles de ces possessions de religieuses. Alors la possession déjà, c'est un phénomène où une entité, un démon ou une force surnaturelle prend le contrôle partiel ou total d'un corps ou de l'esprit d'une personne. Alors ça se manifeste par des comportements qui sont plutôt inhabituels, des altérations de la conscience, des modifications physiques et psychologiques, ainsi qu'une bonne tripotée de phénomènes inexpliqués. Alors, il y a plusieurs types effectivement de possession. Selon les croyances et les traditions, on peut avoir ce qu'on appelle la possession démoniaque, quand on pense au film L'Exorciste. C'est l'intervention d'un esprit maléfique qui cherche à tourmenter ou à manipuler son hôte. Mais on peut aussi avoir des possessions mystiques ou divines. C'est un état de transe où une personne est envahie par une force spirituelle, parfois vue comme une bénédiction. C'est ce qui se passe pour certains rites chamaniques ou lors de médiumnité, par exemple. Et puis, on a des possessions culturelles ou rituelles. Alors, c'est accepté dans certaines traditions. Je vous en avais parlé notamment lors des transes vaudou, quand je vous avais parlé du vaudou. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les signes courants d'une possession, alors selon les différentes traditions, des changements brusques de personnalité, des connaissances inexpliquées de langues inconnues, ce qu'on appelle la xénoglossie, même quelquefois la connaissance de langues mortes, comme l'araméen,
une force physique qui peut être anormale, l'aversion envers le sacré, c'est-à-dire tout ce qui est croix, prière, encens, des mouvements corporels qui sont incontrôlables, une voix qui est parfois modifiée ou qui sont parfois multiples, des apparitions de stigmates ou des blessures spontanées, et il peut avoir effectivement autour des phénomènes paranormaux comme des objets qui bougent et des bruits étranges. Alors, selon la vision scientifique, ce type de manifestation peut aussi être lié à des troubles psychiatriques tels que la schizophrénie, ou la dissociation, ou encore des phénomènes d'hystérie collective. Donc la possession oscille en fait entre le mythe, les croyances et des explications tout à fait rationnelles. Mais c'est quand même effectivement un mystère qui fascine et qui terrifie depuis l'âge des temps. Alors si on colle ça au cas des possédés de Loudun, la première possibilité, c'est une hystérie collective. Donc la crise des Ursulines, ça ressemble étrangement à des cas documentés d'hystérie collective où un groupe de personnes se met à manifester des symptômes physiques et psychologiques similaires sans cause apparente entre elles. Alors plusieurs éléments peuvent avoir favorisé finalement ce genre de réaction en chaîne. Il y a l'enfermement monastique, c'est-à-dire la vie stricte et austère du couvent peuvent générer des frustrations, en particulier chez des jeunes filles issues de la noblesse qui sont souvent placées là contre leur gré. Il y a aussi un contexte religieux particulièrement oppressant, puisqu'on est en pleine contre-réforme catholique. Donc la peur du diable était omniprésente, les récits d'attaques démoniaques circulaient abondamment et pouvaient même influencer les religieuses qui pouvaient rester impressionnables. Et il y a un réel effet de contagion psychologique. C'est lorsqu'une première sœur a montré des signes de possession, les autres ont pu être influencés inconsciemment, reproduisant les mêmes comportements dans un climat de panique et d'émulation. Donc un phénomène similaire s'est produit dans d'autres affaires de sorcellerie, notamment comme au procès des sorcières de Salem en 1692. Comme on disait, donc, premier cas, l'hystérie collective, il y a certainement, comme je disais tout à l'heure, une manipulation politique et religieuse derrière. L'affaire de Loudun ne peut pas être comprise sans tenir compte des enjeux politiques de l'époque. Donc Urbain Grandier, comme je disais tout à l'heure, avait de nombreux ennemis. Donc, le premier étant le cardinal de Richelieu, qui voulait effectivement complètement asseoir son autorité sur la région. Et puis les jésuites et les religieux rigoristes. Donc Grandier, c'était un prêtre qui était plutôt libertin, connu pour ses critiques à l'égard des ordres religieux et son refus d'obéir aveuglément à l'Église. Donc les jésuites, de toute façon, voyaient en lui un danger. Et puis il y a l'aspect exorcisme avec le père Mignon. Donc ces prêtres avaient tout intérêt à entretenir l'affaire parce que ça leur conférait un prestige et une influence. L'Église voulait démontrer que les forces du mal existaient et que seul son pouvoir pouvait les combattre. Donc certains historiens estiment que Jeanne des Anges et ses sœurs ont pu être manipulées consciemment ou non par ces figures religieuses et politiques. Donc, puisqu'on parle de Jeanne des Anges, on peut ici avoir affaire à pourquoi pas une vengeance personnelle. Un autre élément troublant, c'est le rôle central joué par Jeanne des Anges, la supérieure du couvent. Donc elle aurait nourri, on a des doutes sur le fait qu'elle aurait nourri une fascination malsaine pour Urbain Grandier, qu'elle n'avait pourtant jamais rencontré en personne. Alors, est-ce qu'il s'agirait d'une attirance refoulée ou d'un besoin de reconnaissance? Est-ce que Jeanne, qui était notoirement ambitieuse, aurait pu voir dans cette affaire une occasion d'attirer l'attention et d'accéder à un statut plus élevé? On rappelle qu'après l'exécution de Grandier, elle devient une vraie célébrité. Elle est reçue à la cour, elle écrit ses mémoires. Donc si cette hypothèse est vraie, Jeanne aurait joué un rôle clé dans la destruction d'un homme qu'elle considérait comme une menace à ses propres ambitions. Autre possibilité, il y a aussi, ça aurait pu être une atteinte neurologique. Donc certains chercheurs avancent des explications médicales au comportement des Ursulines. Donc là, on va parler de l'ergotisme. Donc c'est une intoxication à l'ergot de seigle. C'est un champignon hallucinogène qui contamine des céréales, donc, avec lequel on fait du pain, par exemple, et provoque des convulsions, des hallucinations et un comportement franchement étrange. Alors cette hypothèse a été évoquée pour expliquer effectivement d'autres cas historiques de possession, comme à Pont-Saint-Esprit. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'ergot de seigle, il y a un dérivé qui est proche du LSD. Pour vous dire un petit peu les effets. On peut aussi parler de l'épilepsie. Donc certaines formes d'épilepsie provoquent des crises ressemblant à des possessions, donc les convulsions, des visions, des glossolalies, des choses comme ça. Et puis effectivement, il y a aussi une bonne possibilité de troubles psychiatriques tout simplement, c'est-à-dire schizophrénie, troubles dissociatifs ou l'hystérie pourraient déjà expliquer certains comportements qui sont un peu exacerbés par un genre d'environnement mystique. Mais en fait, il est peu probable que toutes les nonnes aient été atteintes de la même maladie physique ou mentale en même temps.
Autre possibilité, est-ce qu'il ne s'agirait pas d'une véritable possession? Pour les croyants, il reste la possibilité que les Ursulines aient réellement été victimes d'une possession démoniaque. L'Église de l'époque considérait cette affaire comme une preuve tangible de l'action du malin. Alors, il y a des éléments troublants qui ont quand même marqué les exorcismes. Les nonnes parlaient dans des langues inconnues, certaines manifestations de force physique hors du commun, et les crises cessaient soudainement lors des invocations spécifiques d'exorcisme. Alors si on adhère à cette vision, l'exécution de Grandier n'aurait été qu'une erreur judiciaire, le véritable mal, du coup, lui, n'a jamais été éradiqué, les démons sont repartis comme ils sont venus. Alors l'affaire des possédés de Loudun est sans doute le résultat de plusieurs facteurs, un petit peu d'hystérie collective exacerbée par une manipulation religieuse et politique, avec en toile de fond des frustrations personnelles et des croyances profondément ancrées. En tout cas, une chose est certaine, cette affaire a marqué l'histoire et son mystère aujourd'hui continue d'interroger. Est-ce que c'est un scandale monté de toutes pièces ou l'une des manifestations les plus célèbres du surnaturel en France? L'affaire du possédé de Loudun reste l'un des cas de possession collective les plus célèbres de l'histoire et elle illustre à quel point la peur du diable, le fanatisme religieux et les jeux de pouvoir ont pu se combiner pour détruire un homme. Grandier était-il réellement un sorcier ou juste un prêtre trop ambitieux et trop libre dans un monde où l'obéissance était la règle? Les Ursulines étaient-elles réellement possédées ou victimes finalement d'une crise collective d'hystérie? Quoi qu'il en soit, cette histoire a traversé les siècles, inspirant de nombreuses œuvres, et notamment Les Diables de Loudun d'Aldous Huxley et le film Les Diables de Ken Russell. Aujourd'hui encore, le mystère demeure entre foi, manipulation. Si l'affaire des possédés de Loudun nous plonge dans des méandres de la manipulation, de l'hystérie et du sacré, elle nous rappelle aussi que l'invisible façonne notre monde d'une manière insaisissable. Depuis toujours, l'être humain cherche des signes, des présages, des manifestations venues d'ailleurs. Mais ces messages ne sont pas toujours portés par des forces démoniaques ou célestes. Parfois, ce sont les animaux eux-mêmes qui deviennent les intermédiaires entre notre réalité et les mondes subtils. Oiseaux de mauvais augure, apparitions énigmatiques, animaux totems, leur présence à nos côtés ne serait-il pas le reflet d'un dialogue entre le visible et l'invisible? C'est ce que nous allons maintenant aborder après une pause musicale avec Nick Cave. Retrouvez votre rendez-vous paranormal, un autre regard, un mardi sur deux, les semaines impaires, à 21h sur Radio G. De retour sur Radio G, 101.5 FM, disponible également en DAB. Nous avons parlé tout à l'heure de Voyage dans le temps, nous avons vu l'épisode des possédés de Loudun, nous allons maintenant parler des animaux, guides et messagers du monde subtil. Alors, depuis la nuit des temps, les animaux ont occupé une place prépondérante dans les croyances et les traditions spirituelles à travers le monde. Qu'ils soient considérés comme des guides, des protecteurs ou des messagers, ils sont souvent vus comme des ponts entre le monde physique et les sphères invisibles. Dans de nombreuses cultures chamaniques, ésotériques et mystiques, ils sont perçus comme des entités spirituelles dotées de sagesse et de pouvoirs particuliers. Alors, on ne parle pas d'animaux messagers sans parler des animaux totems dans la tradition amérindienne. Donc, dans la culture amérindienne, les animaux totems occupent une place centrale. Ils sont considérés comme des guides spirituels, des protecteurs et des enseignants qui accompagnent les individus et les clans tout au long de leur vie. Ces animaux ne sont pas simplement des symboles, ils incarnent des forces profondes de la nature et sont vus comme des esprits alliés, transmettant sagesse et enseignement. Alors, le thème totem, lui, vient de la langue des peuples Ojibwe et signifie lignée, groupe familial. Dans de nombreuses traditions amérindiennes, chaque individu, famille ou tribu est associé à un animal totem qui incarne son identité, mais aussi ses valeurs. Les animaux totems peuvent être déterminés de plusieurs façons, par l'héritage tribal, transmission au sein d'un clan, par une quête de vision, c'est un genre de rituel de connexion spirituelle, par des rêves ou des signes récurrents dans la vie quotidienne, ou par la date de naissance, parce qu'il y a certains systèmes qui assimilent les animaux au cycle astrologique. Un individu peut avoir plusieurs animaux totems. Bien sûr, il aura un animal totem principal qui le suit toute sa vie, mais des totems secondaires qui l'accompagnent à différentes périodes ou pour différents sujets,
et des animaux simplement messagers qui apparaissent temporairement pour délivrer un message ou une leçon. Chaque animal possède une symbolique unique, une énergie spécifique. Voici quelques-uns des animaux totems les plus emblématiques de la culture amérindienne. Alors on va parler déjà de l'aigle. Donc l'aigle, c'est la vision spirituelle et la sagesse divine. Ça représente la connexion au grand esprit et l'élévation spirituelle. Il incite à voir au-delà des apparences et à adopter une perspective plus haute. Il symbolise bien sûr la liberté, le courage et la puissance. Autre animal totem, le loup. Là, on parle d'instinct et d'esprit de meute. Donc, bien sûr, il symbolisera la loyauté, l'intelligence et la guidance spirituelle. Il invite à faire confiance à son instinct et à écouter sa voix intérieure. Il représente l'équilibre entre l'individu et la communauté. L'ours, lui, est un symbole de force et de protection, ce qui symbolise la puissance, la guérison et l'introspection, du fait notamment de son hibernation. Il est associé aux chamans et aux guérisseurs dans de nombreuses traditions, car il enseigne la résilience et l'autonomie. Le renard, lui, est rusé et adaptable. Donc, il apporte la capacité à naviguer dans des situations complexes, il guide vers l'astuce et l'intelligence intuitive, mais il incite également à la discrétion, à la souplesse et à l'ingéniosité. Le hibou, sagesse et mystère, représente la connaissance cachée et l'intuition profonde. Car il est capable de voir dans l'obscurité, il a donc un rôle de messager de vérité cachée. Il est associé également aux rêves prophétiques et aux dons médiumniques. La tortue, elle, est symbole de patience, de persévérance et de sagesse ancienne. Elle est associée à la mère terre et à la protection, car elle rappelle l'importance de construire sur des bases solides et durables. Et enfin, le serpent, lui, c'est un symbole de transmutation, de transformation et de guérison. Il symbolise bien sûr le renouveau, du fait qu'il change de peau, de transformation, et il présente l'énergie vitale. Il est associé au cycle de la mort et de la renaissance, donc on pensera à l'Ouroboros, cet serpent qui se mord la queue. Il les guide dans le développement de la spiritualité et des dons énergétiques. Alors, comment trouver son animal totem ? Si l'on ne connaît pas son animal totem, plusieurs méthodes permettraient de le découvrir. Donc, on peut observer les synchronicités. Un animal qui revient fréquemment dans votre vie, soit en vrai, soit en rêve ou dans des symboles, peut être un signe. On peut également faire une quête de vision. Donc, c'est une pratique spirituelle où l'on jeûne et on médite dans la nature pour recevoir un message des esprits. On peut pratiquer la méditation ou le voyage chamanique. Certaines méditations guidées aident à entrer en contact avec son totem. Et puis, on peut également tout simplement analyser les traits de notre personnalité, car chaque animal, bien sûr, représente des qualités spécifiques qui peuvent résonner avec notre propre nature. Donc, dans cette culture amérindienne, les animaux totems ne sont pas de simples symboles, ils jouent vraiment un rôle actif dans la protection et l'évolution spirituelle de ceux qui la portent. Donc, comme on disait tout à l'heure, ils sont des guides, ils aident à prendre les bonnes décisions et à développer nos talents. Ils sont protecteurs, ils veillent sur nous, en particulier lors des épreuves. Ils sont enseignants, ils nous poussent à apprendre et à évoluer. Et ils sont également en lien avec les esprits. Donc, dans certaines traditions chamaniques, l'animal totem facilite le contact. Donc, ils sont bien plus que des représentations culturelles. Ils sont de véritables alliés spirituels, nous aidant à comprendre notre nature profonde et notre chemin de vie. Alors, contrairement aux animaux guides qui accompagnent sur le long terme, il y a des animaux qui sont messagers, qui apparaissent ponctuellement pour transmettre une information précise. Et ces manifestations peuvent être perçues comme des synchronicités ou des signes de l'univers. Alors, quelques exemples. Par exemple, on peut rencontrer un corbeau. Lui, il est associé à la transformation, au mystère et au message de l'au-delà. Il est souvent un annonciateur de changements profonds. Peut-être un avertissement ou une invitation à explorer son ombre. Et bien sûr, comme il est souvent présent dans les cimetières, il est lié aux ancêtres et aux guides spirituels. Le papillon, tant qu'à lui, est un symbole de métamorphose et de renouveau. Il rappelle que tout changement mène à une renaissance. Le loup, lui, évoque l'intuition, l'instinct et l'apprentissage de l'indépendance, par exemple, ou alors l'intérêt du travail en meute. L'hibou est le gardien des secrets et de la sagesse cachée. Il éclaire les vérités invisibles et nous guide dans l'obscurité. Le cygne, lui, est un symbole de transformation et de grâce.
Donc il invite à accepter les changements et à trouver la beauté dans la transition, peut-être un signe d'éveil spirituel et d'harmonisation intérieure. L'aigle, lui, comme on disait tout à l'heure, c'est la prise de hauteur, une connexion au divin et à la sagesse supérieure. Donc il peut par exemple annoncer une révélation importante ou un appel à écouter son intuition. L'araignée, enfin, elle représente la créativité et le destin. Elle peut être vue comme un messager du tissage de son propre destin et elle peut vous inviter à le prendre en main. Elle indique un moment de création et de manifestation. Elle est également un signe de persévérance puisqu'il lui arrive de refaire sa toile plusieurs fois. Alors une fois que vous aurez identifié votre animal guide, il est essentiel de cultiver vos liens avec lui. Donc n'hésitez pas à le remercier par des offrandes symboliques, des dessins, des objets représentant l'animal ou une méditation dédiée, de l'encens. N'hésitez pas à l'invoquer en cas de besoin, notamment lors de périodes de doute ou de transformation. Et n'hésitez pas à apprendre de lui en étudiant ses caractéristiques et son comportement dans la nature. Alors, les animaux messagers sont des alliés spirituels temporaires envoyés pour éclairer un passage de notre vie ou répondre à des questions. Leur apparition invite à l'introspection, à la vigilance et à l'ouverture d'esprit. En apprenant à reconnaître leurs signes et à comprendre leur langage, nous pouvons mieux naviguer sur notre chemin spirituel et accueillir leurs enseignements avec gratitude. Les animaux guides et messagers sont des alliés précieux dans notre cheminement spirituel. Ils nous aident à comprendre nos forces, nos faiblesses et les leçons de notre vie. En étant attentifs à leurs signes et en cultivant notre lien avec eux, nous pouvons bénéficier de leur sagesse et de leur protection dans notre évolution personnelle. Et vous, avez-vous déjà ressenti la présence d'un animal guide dans votre vie ? Avez-vous déjà croisé un animal messager qui vous a marqué ? Alors, voyageurs temporels, anomalies chronologiques, esprits possesseurs, animaux guides et hantises persistantes, à travers cet épisode, nous avons exploré ces mystères qui défient notre perception du temps, de la réalité et du monde invisible. Que ce soit à travers des témoignages troublants de distorsions temporelles, les effroyables événements des possédés de Loudun ou encore la présence bienveillante des animaux messagers ou guides, une chose est sûre, l'inexplicable est partout. Et bien sûr, souvent là où on ne l'attend pas. J'espère que cet épisode vous a plu. Nous nous retrouverons dans 15 jours. On se retrouvera le 25 février sur Radio G pour cette 12e émission d'Un autre regard. Nous parlerons des pouvoirs du pardon, une force insoupçonnée capable de transformer des vies et de libérer les esprits des lourdeurs du passé. Nous évoquerons ensuite les Men in Black, ces mystérieux agents tout vêtus de noir qui surgiraient sur les lieux de rencontre d'ovnis. Alors est-ce qu'ils interviennent pour dissimuler des secrets que certains préfèrent garder dans l'ombre ? Enfin, lors de cette émission, nous aborderons des phénomènes fascinants, des expériences de mort imminente, EMI, ou NDE en anglais, ces récits bouleversants de ceux qui ont frôlé la mort et qui sont revenus avec des révélations spirituelles qui remettent en question notre conception de l'au-delà. Alors, vous l'aurez compris, préparez-vous à une exploration profonde de l'invisible, de l'inexpliqué et du surnaturel.
En attendant, je vous laisse profiter de votre soirée. N'oubliez pas de garder l'œil ouvert et l'esprit affûté et prenez soin de vous. N'oubliez pas, le paranormal, l'ésotérisme ne sont pas seulement des domaines de l'imaginaire, mais des invitations à voir le monde sous un angle nouveau, à questionner nos certitudes, nos habitudes et à enrichir notre existence tout en gardant notre esprit critique. Vous l'aurez compris, c'est aussi une invitation à adopter un autre regard. Merci d'avoir été à l'écoute. À très bientôt sur Radio G pour un nouveau voyage extraordinaire au cœur de l'invisible et de l'inconnu. Alors, restez curieux, ouverts d'esprit et prenez soin de vous.